C'est une véritable légende de la chanson française. Il publie un nouvel album, un livre de souvenirs. C'est un événement que le recevoir Charles Aznavour. Deuxième partie de notre émission. Lisboa, je pars, sans but au loin et au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, Lisboa, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli, comme un fuyard traqué, comme un proscrit. J'ai gâché l'amour et détruit ma vie. La vie va vous emmener à croiser la môme Piaf. Et ça, je vais dire, dans ce livre, on s'en rend bien compte. On n'en sort pas indemne. Non, si, on en sort indemne. Oui. On en sort indemne. C'est-à-dire qu'on en sort dépendant, mais on ne sort pas. On en sort indemne. Parce que c'est pas un esclavage. Et puis, c'est pas un malheur de rencontrer Piaf. Mais je n'ai pas croisé la môme Piaf. Quand je l'ai rencontrée, elle était déjà Édith Piaf. Et j'ai connu, à l'intérieur de la maison, la môme Piaf. Voilà, la différence est très importante. Ouais. Il y a une nuance entre les deux. Elle était déjà une star confirmée. Et elle avait abandonné la môme pour s'appeler Édith. Mais j'ai très vite redécouvert ce qu'elle était vraiment, c'est-à-dire la môme Piaf. Ouais. Et cette rencontre, elle va vous rencontrer. Vous n'allez pas être son amant. C'est une amitié très forte. J'étais mieux que son amant. J'étais mieux que son amant. J'étais son ami, son complice. J'étais très complice de Piaf. On se comprenait à mots, sans parler. Quand on voulait faire une plaisanterie, et on en a fait quelques-unes quand même, on jouait les gens fâchés pour gêner la personne qui était avec nous. Je me souviens dans un taxi nous étions avec Jacqueline François, dans un taxi, elle m'a fait un clin d'œil, j'ai compris, et on a commencé une dispute étonnante. Jacqueline ne savait plus où se mettre, jusqu'au moment où on a éclaté de rire. Mais on faisait ça nous amusait beaucoup. Édith aimait rire. Et moi aussi, j'aime rire. Alors, on faisait que ça. Alors, les tournées avec elle, vous arrivez sur scène et vous dites un seul mot, toute la chanson française, Piaf. Un seul nom. Et dans ce nom, toute la chanson, Édith Piaf. C'est comme ça, et c'est ça le rythme aussi. Édith Piaf. Oui, c'était ça. Parfois, notamment une fois, elle avait un peu bu. Il y avait des moments extra. Enfin, sur scène, elle n'a pas un peu bu. Ouais. Elle avait vraiment éclusé. Hein. Et Pile, c'était pareil. Il lui avait fait connaître un restaurant qu'elle ne connaissait pas, ce qui était déjà une chose rare. Et puis, elle avait bu du vin blanc. Elle ne buvait pas de vin blanc, elle buvait du vin rouge. Et ça l'avait mis vraiment KO. Bah oui, là, il a eu un gros travail pour le public qui en voulait à mort quand elle est entrée en scène. Quand elle est réentrée en scène, parce que d'abord, elle est entrée, elle s'est trompée, elle n'en pouvait plus, elle est sortie en disant qu'elle avait un trou noir. Il y a eu des huées. Mais Édith était une personne qui ne pouvait pas se permettre de perdre. C'était une gagnante, Édith. Elle est revenue en scène. Elle avait l'habitude de chanter 14 chansons. Édith chantait 14 chansons dans un tour de chant. Eh bien, elle a dû en chanter 20 ou 22, jusqu'au moment où ils ont été debout dans la salle, mais elle ne les a pas lâchés. Hein. Ouais. Et ça, c'est formidable. Voyez-vous, c'est ça qui est extraordinaire. Elle aimait son public plus que son métier, plus que sa vie, finalement. Elle aimait d'abord son public. Et elle ne voulait pas le perdre. Ouais. Elle ne l'a pas perdu. Est-ce qu'elle vous disait, tu es trop petit, non. T'as la voix éraillée, non, il faut que tu prennes des médicaments, comme certains vous le disaient à l'époque. Elle m'a toujours dit, tu seras très grand un jour. Ça, je ne l'ai pas dit dans le livre parce que j'avais aucune raison de dire des choses comme ça. Mais elle était persuadée que je réussirais un jour. Ouais. Parfois, vous vous disputez, vous racontez, vous vous éloignez, puis elle vous envoie un télégramme, elle vous dit « tu me manques ». Oui, mais 2 ou 3 fois, on s'est disputé pour des raisons futiles. Parce que on aimait les mêmes choses, souvent, mais parfois, elle n'était pas d'accord avec moi. Quand elle me disait « qu'est-ce que tu as vu ce jour-ci ?» Je lui disais « j'ai vu telle pièce », elle disait « bien ». J'allais sur la pointe des pieds parce qu'il fallait que ça soit bien pour elle, pas seulement pour elle. Je dis oui, enfin, c'est... J'avais été voir le consul de Menotti à New York et elle me dit t'as été voir quoi? J'ai dit le consul. C'est bien.
Bon, alors, prudent, je fais, pour moi, c'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je dis, pour moi, c'est très bien. Est-ce que ça me plaira, moi? Je dis, oh oui, un peu de suicide et de mort dedans, ça doit vous plaire. Elle a été le voir, elle est revenue, ravie. Mais quand elle revenait d'une chose qu'elle n'avait pas aimée, alors on finissait par se disputer. Et c'était toujours la même chose, puisque c'est comme ça, puisque tu n'es pas d'accord avec moi, tu t'en vas. Bon, ben, je m'en vais, au revoir. Et je partais. Mais vous dites aussi une fois, enfin, ce fameux film, vous lui avez dit ce film est bien, elle va le voir, elle le trouve génial, et après, elle oblige tout le monde à voir le même film, Le troisième homme. et 15 fois. Le Et troisième alors, homme, vous comment êtes obligé 15 de vous fois taper le même film 15 fois, ben, à un moment, 15 vous vous fois, endormez moi, dans la salle, et elle vient vous 15 voir, elle vous dit, fois, mais moi, je comment l'ai vu. tu dors devant un chef-d'œuvre? Oui, oui. Tu ne viendras plus voir le film. Oui, t'es puni. Oui. Et les gens, les copains autour me regardaient, disaient, t'en as de la chance d'être puni, toi. J'étais puni. J'allais voir autre chose Au pendant ce restaurant, temps. tout le monde devait manger comme elle. Oui. Ça, Oui, c'était oui. la vie avec Piaf. Ceux qui n'entraient pas Non, dans mais ce... attendez, Oui. c'est pas qu'elle voulait que tout le monde mange la même chose. Elle disait, si on mange tous la même chose, ils vont nous servir plus vite. C'était pour être servi plus vite. Et Gilbert Bécaud, tout d'un coup, vous dire non, moi j'aime pas manger, j'aime le pain de saucisse. Et je lui donnais des coups de pied sous la table. Mais qu'est-ce que tu as à me donner des coups de pied? Mais je disais, non, mais il n'entendait rien du tout. Et elle se fâchait. Et elle lui parlait plus. Alors évidemment, il y a une vie après Piaf. Et vous allez la quitter. Parce qu'évidemment, Oui, la carrière va se faire. Oui, mais je ne l'ai pas quitté, je suis parti. Pas pareil. Je suis parti pour vraiment faire ma vie, parce que Raoul Breton me disait toujours, si tu restes chez Piaf, tu ne feras rien. Et c'est vrai que je ne faisais rien. Je faisais des petites boîtes en vitesse et je rentrais à la maison en vitesse. J'y à la maison parce que j'habitais avec elle dans sa maison. Et il a fallu quand même que je fasse quelque chose. Je suis parti, mais je ne l'ai pas quitté. J'ai toujours continué à voir Edith. Le problème que j'ai eu, c'est que les gens pensaient que si j'étais parti, c'est qu'elle m'avait jeté. Et je me suis fermé pas mal de portes dans Paris qui, pensant faire plaisir à Piaf, ne me faisaient plus plaisir à moi. Vous avez raconté, parlé de cette époque de bohème et de vache enragée, mais c'était certainement plutôt que vous avez dû revendre des chaussures pour vous faire un peu d'argent. À New York, oui. Ouais. Oui. Ça, c'est... On n'imagine pas ce que ça peut être. Ah, mais elles étaient belles. Oui, mais enfin... Je vais vous dire en Vous vérité. avez vos chaussures au pied, vous les je- vendez et vous allez vous en acheter une autre paire. Non, j'en avais d'autres. J'ai vendu. Il est venu jusqu'à l'hôtel, le gars. Mais c'est pas ça la question. Elles étaient laides, ces chaussures. C'était du python. C'était vraiment laid, mais elles étaient flashy. Je les avais achetées au carreau du Temple, où je discutais les prix. Et pour le prix d'une paire dans un magasin, on en avait deux paires quand on discutait bien. Et quand je suis arrivé à New York, ils n'avaient jamais vu des chaussures pareilles. Il y a un gars qui me suivait dans la rue en regardant mes chaussures. Il m'a demandé si elles étaient à vendre. J'ai dit oui, si vous voulez. Il me dit combien? J'ai dit $50. C'était énorme, $50. Il m'a dit oui, j'achète. Alors, mais où? J'ai dit venez jusqu'à l'hôtel. J'étais sur Times Square. J'ai dit venez jusqu'à l'hôtel dans la 44e rue. Il est venu à l'hôtel. Je suis monté mettre une paire de chaussures et je lui ai ramené les chaussures qui étaient neuves en vérité. Elles n'étaient pas vieilles du tout. Et puis on a eu $50 pour bien vivre avec Pierre. Et quand on parle de cette période, Il ne faut évidemment... pas oublier Ouais. que je payais, dire $50, vous dire à tel point, je payais ma chambre $7 par semaine. C'est énorme, 50 C'est énorme. La critique, vous le disiez, mais alors, elle avait été très dure. Avec moi, Notamment la critique. Très, très dure. La presse écrite. Je disais tout à l'heure, enfin, c'est vrai, on disait, vous avez la voix enrouée, il faudrait vous soigner. Oh, si avec on ça, se demande si vous n'avez pas un pied beau. Oui, si avec ça, on a dit Ah, que... à un moment, mais c'est- il a un pied beau. Vous mais entendez c'est- quelqu'un qui le dit d'ailleurs. Il dit, à ce moment-là, vous cachez le pied, et Ah, l'autre oui, il dit, c'est- bah oui, bah, finalement, il en a deux pieds Oui, beaux. Oui, parce que on m'avait dit, tu n'étais pas assez grand, tu prends scène, il faut grandir. J'avais acheté des elevator shoes en Amérique qui avaient des talons comme ça, dedans et dehors. Ça ne se voyait pas trop, mais ça voyait un petit peu à l'extérieur. Et je les ai portés, j'ai dû les porter 3 jours, quoi, parce que quand j'ai entendu le gars dire que j'avais 2 pieds beaux, je les ai toujours. Ils sont tout neufs. Et je me dis toujours, si un jour je fais un film avec un artiste qui est une femme qui est trop grande pour moi, bien que je ne fais pas attention à ça, ben elles pourront toujours me servir. Ouais. Ben, elles ne m'ont pas encore servi. Sauf dans un film. Mais là, ils m'ont demandé plus. Il a fallu que je me grandisse de 12 cm. C'était dans
Ça s'appelait Opération Delta en France. Et c'était avec James Coburn et un autre acteur. Ils étaient énormes tous les deux. Et moi, je faisais le chef de la police. Je leur arrivais presque même pas à l'épaule. Et là, on m'avait dit, il faut que vous soyez plus grand, que vous ayez des talons. Alors, j'ai eu des talons comme ça. C'est là où je me suis dit, les pauvres femmes, elles sont jetées en avant quand elles marchent avec ça. Mais enfin, on vous dit, la voix est raillée. Vous dites que certains pensaient que leur disque était usé. Hein, oui, et on a rendu des disques. Oui, et alors, vous dites un jour, vous allez vous faire refaire le nez. Oui. Et vous dites, grâce à ça, j'ai pu chanter des chansons d'amour. Oui, mais moi, je voulais pas me refaire le nez. C'est la copine de Pierre qui s'appelait Reine et Edith qui m'ont dit écoute, tu devrais le faire. Et tous les moyens étaient bons pour le faire. Je disais non, je peux pas, j'ai pas les moyens. Elle m'a fait je te le paye. Et puis j'avais un éditeur américain qui en a payé la moitié. Et puis je me suis fait opérer. Quand je suis sorti de là, ça avait changé ma vie. Ouais. Oui, de temps en temps, il faut faire des retouches. C'est comme les photos. Vous dites, qu'est-ce qui a fait que j'ai été ce chanteur-là? Vous dites, fallait-il, et vous le dites, qu'il y ait un Arménien quelque part qui porte comme ça, qui arrive à ce niveau-là? Je pense que c'est une question de destinée. Je pense que ce peuple avait besoin d'une voix. C'est tombé sur moi. C'est un coup de chance. Mais je crois à cette sorte de destinée où un peuple a besoin de quelque chose de particulier pour l'aider. Sans moi, en France, on ne savait pas ce que c'était un Arménien. On a fini par dire « Ah, vous êtes arménien comme Aznavour ». C'est-à-dire que être arménien, c'était être comme moi. Ce qui n'est pas normal. Bon, maintenant, c'est terminé, ça. Mais longtemps, il a fallu que je sois la voix d'un peuple. Et j'en ai été très conscient et en même temps très heureux. Et très responsable. Ouais. Vous dites aussi, avec l'âge, on commence à regarder la couleur des feuilles dans les arbres. Oui. Et on pense aussi à la mort. Et ça, on y pense tous les jours. Il faut s'y habituer. Je trouve que les Italiens, dans le sud de l'Italie, on a des traditions qui sont excellentes. Les gens vont s'occuper de leur futur cimetière un petit peu. Alors, ils ont des jolis cimetières ou des beaux caveaux qu'ils ont préparés longtemps à l'avance. Ils s'habituent donc. Ils annulent un petit peu la peur. Bon, l'appréhension, bien sûr. Alors, ça fait déjà longtemps que j'essaie de m'habituer à l'idée de la mort. Bon, ouais. On y arrive difficilement, mais on y arrive. Je voyage, le nouvel album, le voyage, dans les cœurs et dans les âmes. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté tout cela et ce que vous nous apportez encore aujourd'hui avec vos chansons. On essaie. Que Dieu exauce mes prières en m'accueillant à ses côtés, ou bien que tu jettes ma chair aux flammes pour l'éternité. Je n'ai pas de mille à me faire, je serai pas trop mal logé, que j'aille au ciel ou en enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des deux côtés, j'ai des amis des deux côtés, des amis des deux côtés.